important de la finance. Finance. Santiago, Chile. Latin America's largest ever green bond was issued on the Santiago Stock Exchange d'obligations vertes a été vendu sur la bourse récemment. Cette obligation a été extrêmement a eu une réussite éblouissante. Les fonds vont être investis pour lutter contre le changement climatique. Les projets de développement durable seront évalués. Cela inclut le nombre de kilomètres de voies de bus électriques, le total de mégawatts d'énergie renouvelable installés, le nombre de bâtiments verts. La capitale de la Chili est aussi membre de la coalition internationale pour des villes durables et est une ville d'apprentissage continu et est souvent considérée Smart City. Cela abrite le programme Startup Chile, entre autres. Merci. Comme nous venons de voir, notre prochain thème est le finance. Un thème très important parce que sans l'argent, nous n'aurions pas de ville de Smart City. Nous allons maintenant rendre visite à la capitale de la Chili, de Santiago, et un professeur spécialiste en la matière nous rejoint. Vous vous intéressez à cette ville. Je suis très heureux de présenter. Est-ce que vous pouvez le présenter brièvement et à commenter cette attribution du prix des financements innovants à la ville de Santiago du Chili. C'est un exemple très inspirant pour de nombreuses communautés urbaines des villes des pays émergents de par la façon dont ça a été structuré et surtout la taille et le succès de cette émission de Green Bonds, donc d'obligations vertes. Je voudrais mettre en perspective ces questions de financement et je voudrais aussi souligner en quoi on a besoin de financement innovant pour pouvoir réussir le financement des Smart Cities. Donc je vais rapidement brosser 3 points. Les besoins de financement, donner des ordres de grandeur, de quoi parle-t-on en termes de levée de fonds. Je vais faire un point ensuite sur qu'est-ce qui s'est développé et quels ont été les schémas innovants qui sont développés dans les 4, 5, 6 dernières années. Et enfin, je vais commenter plus en détail le cas de Santiago du Chili. Alors, quand on parle de besoin de financement des Smart Cities, on s'adresse à une classe d'actifs qui est le secteur des infrastructures. C'est un secteur qui est évidemment très demandeur de financement, donc très intensif en capital. Là, vous voyez sur ma slide qu'on a une fourchette de financement très large entre des projets de rénovation comme ceux de la ville de Dijon ou d'Angers en France qui commencent à 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars jusqu'à des projets beaucoup plus lourds qui se chiffrent en milliards de dollars comme celui de Navi Mumbai. On estime globalement à 600 milliards à 900 milliards de besoins les investissements requis en Smart City chaque année pour les 10 prochaines années. Donc on est face à des importants besoins qui s'inscrivent dans des besoins plus vastes de financement d'infrastructures. D'après les chiffres de la Banque mondiale, on est sur des montants, comme vous le voyez, de 3,3 trilliards de dollars par an dans les 10 prochaines années. Et en fait, la question qui se pose, c'est où trouver ces financements? Va-t-on pouvoir tous les trouver dans le secteur public? Est-ce que le secteur public est capable d'assurer tous ces financements? Et la réponse est non. On appelle ça l'infrastructure gap, infrastructure financing gap, le fossé de financement pour les infrastructures. Et on estimait en 2018 que seulement 25%, 20 à 25% de ces financements pourraient être réalisés par le secteur public. Donc il faut trouver des supports ailleurs que dans le secteur public, dans le secteur privé. Depuis le Covid, on a vu évidemment beaucoup de fonds arriver aujourd'hui de soutien à l'économie. Donc on peut penser qu'on aura plus de fonds disponibles. Donc peut-être que cette contrainte des 25%, c'est une hypothèse qu'on peut poser, va se relâcher. Mais restera, il y a un consensus là-dessus, restera un besoin énorme de l'ordre sans doute de 50% de financement à trouver dans le secteur privé. Alors ce qui est intéressant avec les green bonds, les obligations vertes, c'est qu'elles vont pouvoir
s'adosser, elles vont pouvoir investir les smart cities. Les smart cities, pour les financeurs privés, ont plusieurs qualités. Elles ont des revenus très prévisibles à long terme. Donc ça, c'est ce que recherchent beaucoup de fonds de pension. Les fonds de retraite, les fonds de pension sont à la recherche de prévisions à long terme de revenus. Elles ont des modèles économiques qui peuvent être adossés à beaucoup de données, à des données de performance, des KPI, des indicateurs de performance. Il y a peu de défauts pour le moment, on est quand même dans du secteur public souverain. Et enfin, ils sont éligibles pour les green bonds qui connaissent une forte progression dans le financement des infrastructures. Alors, juste rapidement, qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les dernières années dans ces modèles innovants de financement? Un modèle que je vais rapidement commenter, qui est celui basé sur les économies d'opération réalisées par ces infrastructures. C'est très applicable, notamment dans le domaine de l'éclairage, de la signalisation urbaine, où le changement, par exemple, des éclairages traditionnels par des éclairages à faible consommation génère des économies absolument remarquables de l'ordre de 50-60%, ce qui permet à des entreprises privées de s'engager sur le financement des infrastructures contre un paiement des économies annuelles réalisées. Donc ça, c'est déjà en marche depuis plusieurs années, ça fonctionne. Deuxième modèle innovant, c'est celui de la monétisation des données. Donc, des grandes compagnies, dans les GAFA notamment, s'engagent à financer des infrastructures contre la mise à disposition de certaines données, compte tenu d'un certain nombre de données de confidentialité. Ce n'est pas un modèle facile, on le sait, parce que l'expérience de Google à Toronto, finalement, qui était une très grande expérience fondée sur ce modèle-là, s'est arrêtée. Donc on sait que c'est un modèle qui est polémique, qui ne fonctionne pas si bien que cela. Donc on a là, probablement dans les 2 dernières années, vu cette possibilité se réduire. En tous les cas dans un certain nombre de pays. Un troisième montage très intéressant, c'est celui de la taxation différée des plus-values sur les stations de métro et les gares dans le domaine de la mobilité. Donc, dans le domaine de la mobilité, quand on crée des nouvelles infrastructures de transport, adossées évidemment à des stations, c'est le cas par exemple en France du Grand Paris, les terrains qui vont être, on appelle ça the walking distance, à une distance de marche de 10 à 15 minutes de la station de métro, vont connaître une valorisation très significative dans les 10 ans qui vont suivre l'opération. Et donc ça permet, il y a des possibilités juridiques maintenant et fiscales qui permettent de récupérer par la taxation une partie de ces plus-values. C'est très innovant et c'est quelque chose de très intéressant également du point de vue de la perception du citoyen. Quatrième point, on arrive aux green bonds, aux obligations vertes. Ça se développe évidemment beaucoup. Et là, ça rencontre également une demande du public. Le grand public aujourd'hui qui dispose de l'épargne, en particulier dans les pays occidentaux, les pays européens, est de plus en plus intéressé par connaître la destination de cette épargne. Et il est intéressé, il veut, ce grand public, que ces fonds soient investis dans des projets qui diminuent la pollution, qui améliorent la diversité, qui soient donc dans des contextes qui ont un impact positif sur l'environnement, la gouvernance et la citoyenneté. On a le cas de la Société du Grand Paris qui est cité, Mexico City, et Santiago du Chili, qui est aujourd'hui un exemple absolument majeur d'émissions lourdes, massives, qui a été réussie en termes de green bonds et que l'on va commenter tout de suite. Donc les bénéfices des green bonds, il faut les voir à plusieurs niveaux. Par rapport à des montages en partenariats public-privé dans lesquels il y a des sociétés de projets spécifiques à créer, qui sont tout de même des situations très courantes dans les infrastructures, bien sûr, et en particulier les smart cities. C'est très coûteux, les partenariats public-privé, et très complexe. Donc on a moins de coûts de montage et c'est moins complexe à mettre en œuvre que les partenariats public-privé. C'est plus facile. Ça diversifie les fonds, les fonds de première noce, et ça répond à un besoin de placement de ces fonds. Ça améliore la transparence et la gouvernance, car ces fonds socialement responsables cherchent beaucoup de transparence dans la gouvernance. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant dans les pays émergents, où on a un déficit perçu, en tous les cas, très fréquemment, de gouvernance et de transparence. Donc là, on a un effet majeur, très positif, pour les investisseurs et pour les citoyens de ces pays-là. On a donc là un double effet. Ensuite, ça génère un effet de réputation.
sur ces pays-là. Et ça réduit potentiellement également le coût du financement parce que ces green bonds peuvent diminuer le coût de financement par rapport au financement obligataire traditionnel. Mais, il y a un mais, c'est complexe. Puisqu'on a beaucoup de transparence dans la gouvernance et dans la transparence, il y a des schémas à suivre. Et là, vous avez sur cette slide les 5 étapes clés. Donc, il faut beaucoup d'audits, il faut beaucoup de mise en forme, il faut beaucoup de papier, il faut beaucoup de procédures. Et là, c'est une limitation que certaines communautés urbaines vont avoir dans les pays émergents. Ça va limiter l'envie, la motivation pour aller sur les financements verts. Ça va souvent être le côté, entre guillemets, bureaucratique. Donc, on a là un effet d'apprentissage qui s'est produit, en tous les cas massivement, à Santiago de Chili, qui a pu mettre en place toutes ces étapes assez brillamment, passer les audits indépendants et conduire à cette levée de fonds. Quelques chiffres, on voit que 400 milliards de dollars, c'est ce qu'on attend en 2020 pour les émissions de financement vert. Donc Santiago de Chili maintenant, comment il se positionne ? Eh bien, il se positionne comme une émission à grand succès, puisqu'on est sur 2 tranches de plus de 3 milliards de dollars chacune, donc c'est tout à fait significatif. C'est la plus grosse émission réalisée dans des pays émergents, en dehors de l'Europe. Il y a eu une forte demande des investisseurs, donc ça a été un grand succès du point de vue de la souscription. Et il y a un écart de taux très faible avec le T-bond américain sur la maturité des émissions réalisées. Vous avez là le détail, qui vont sans doute être commentés par le maire par la suite, hein, monsieur le maire, sur les émissions. Vous avez là les utilisations. Donc on voit que, et là je voudrais terminer là-dessus, on voit tout de même que la motivation ici, c'est de la mobilité urbaine, donc en réduction de pollution, amélioration des temps de transport. Donc on entre là dans un domaine vraiment de l'investissement socialement responsable qui couvre à la fois la diminution des émissions polluantes et la citoyenneté, la livability, la capacité à vivre mieux les grandes villes. Donc on a effectivement quelque chose de très intéressant qui s'est passé à Santiago du Chili et c'est un cas qui devrait être, comme je disais en introduction, très inspirant pour de nombreuses villes dans le monde. Merci. Thank you very much indeed for that, Professor Gérard Nolot at the ESCP Business School here in Paris. Let's hear now from Santiago itself. We spoke to Patricio Sepulveda, the head of Public Debt Office in Santiago, and he started by giving me his reaction to this award. Du bureau s'intéressant à cela à Santiago. Donc, bien sûr, ça a été toujours très intéressant de s'intéresser au financement vert pour nos citoyens et de la manière dont cela peut améliorer la qualité de vie de ces mêmes citoyens. Donc, dans le cas, bien, par particulier des obligations vertes en 2015 et 2019, ça faisait partie d'un portefeuille vert pour les transports. Par exemple, les nouveaux rails, le nouveau métro. Et en 2019, c'était les premières obligations en Chili, mais également pour les Amériques, qui représentaient 2,4 milliards de dollars américains. Et enfin, c'était en 2020 pour 2,8 milliards de dollars américains. Donc le portefeuille global était extrêmement important. Ça représentait environ 8,4 milliards de dollars. Et 6% étaient dédiés au transport. Nous avons bien sûr inclus des nouvelles lignes de métro, des nouveaux chemins de fer. Donc, pour relier différents endroits dans la ville, mais également au niveau du pays, nous avons essayé de décongestionner les lignes de métro existantes pour aider les gens à avoir une meilleure utilisation des transports en commun. Nous avons essayé d'améliorer la mobilité grâce au métropolitain à Santiago. New 9 charging stations and more than 114 smart bus
Nous avons plus de 600 nouveaux wagons de métro, plus de 900 nouveaux bus qui sont animés par des panneaux photovoltaïques, et toute cette nouvelle flotte de bus électriques a commencé à être mise en place et ça va récemment et ça va continuer. On va continuer à avoir son action en 2021. Donc cela fait toujours partie des problématiques liées aux Smart Cities. Donc tout d'abord, il s'agit de parler de l'environnement et de la durabilité et également de l'efficacité du transport public au sein de la ville. Alors maintenant, Patricia Santiago de Philly a été, comme d'autres villes, touchée par la pandémie du Covid-19. Donc j'imagine que ceci a énormément impacté les gens de votre ville. Parlez-moi des leçons que vous avez tirées de cette pandémie. Alors une des grandes leçons apprises de cette pandémie est que nous avons pu rassembler des données qui ont facilité le contrôle de la situation. Nous avons pu faire en sorte de mettre en place une gestion plus efficace du transport public pendant la pandémie. Ainsi, avec le Covid-19, nous avons réalisé que les villes chaotiques ne sont pas seulement dangereuses en ce qui concerne la qualité de vie des citoyens, mais également pour ce qui est du plan sanitaire. Enfin, il est important de souligner que dans la situation actuelle, toutes les activités sont tournées vers le développement de la qualité de vie des citoyens. Alors, dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une ville est véritablement une Smart City? Alors, d'après moi, bon, ça n'engage que moi, c'est-à-dire qu'une ville qui, avec une très haute qualité de vie, s'intéresse et maintient l'environnement et la durabilité. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de citoyens, d'un gouvernement engagé et d'un système de transport efficace. Mais globalement, lorsque l'on voit que tous ces concepts sont intégrés pour fournir une bonne qualité de vie, des bons standards pour les citoyens, c'est ça qui va constituer une Smart City. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Alors, très bien, là, nous avons eu la réaction de la part de Santiago et du magnifique trophée qu'elles ont reçu, qui est maintenant en chemin vers vous pour parler de ces grands succès dans le terrain de la finance. Alors, merci beaucoup, Gérard Nolot, professeur à l'EFCP de Paris. Alors maintenant, Julia va vous parler d'un grand projet qui a transformé la capitale française telle que nous la connaissions. Ça s'appelle le Grand Paris.